Est-ce que cela signifie que tous les efforts pour améliorer notre souveraineté technologique seront perdus? En ce qui concerne le remplacement des produits importés et tout ce qui est en lien avec cela, notamment les limitations illégales qui ont été appelées sanctions, etc. En réalité, nos soi-disant partenaires nous ont bien vaccinés pour favoriser le développement de notre souveraineté et tous les programmes visant à renforcer notre souveraineté en matière de technologie seront continués. Nous ne sommes jamais renfermés de qui que ce soit. Nous n'avons jamais expulsé qui que ce soit. Si des entreprises veulent revenir, nous serons prêts à les accueillir, mais nous allons partir de la situation qui existe aujourd'hui. Si la place a été prise par quelqu'un d'autre, nous n'allons pas donner de régime préférentiel à ceux qui étaient partis du marché. Et d'ailleurs, nous tenterons, en respectant les règles de l'ENC, bien sûr, mais de donner des préférences nationales. En ce qui concerne les développements futurs de nos économies, le futur de différents secteurs de l'industrie, là, nous allons nous orienter sur les besoins de la nouvelle époque technologique qui est venue et viser le développement de certains domaines. Toutefois, le retour de certaines entreprises qui ont quitté le marché russe pourra être favorable aussi bien au marché russe qu'aux affaires de ces entreprises. Et nous avons déjà eu certaines négociations avec certaines entreprises quant à leur retour, dans une ambiance respectueuse. Le président russe, si on parle d'un langage de tous les jours, il avait dit, je vous cite ici, il avait dit « Je serai prêt à avoir un accord avec l'Ukraine, mais il voudrait qu'il soit compris que nous revenons à la table des négociations 3 ans plus tard en tenant compte de réalités du terrain. » Donc, je traduis ici du langage militaire au langage de tous les jours. Voilà. On peut parler de la même manière quand on parle du retour des entreprises. Yeah. Yeah. Oui, vous pouvez revenir, mais la réalité a changé. Entre-temps, nous avons pu apprendre certaines choses et nous allons tirer certaines conclusions. Je pense donc que nous allons ensuite décider. Vous voulez reprendre vos activités dans tel domaine, vous pouvez le faire. Et si nous n'avons plus besoin de ça, nous n'en avons plus besoin. Et oui, la balle est dans notre camp, mais nous pouvons répondre. Pendant toutes ces 3 années, sous une pression très forte, nous avons, malgré tout cela, pu accomplir beaucoup de choses. Donc, nous allons utiliser les services de ceux dont nous avons besoin. Nous n'avons pas fermé les portes, mais nous allons vous accueillir à nouveau selon les nouvelles conditions, selon la situation réelle. Un média russe, Первый канал, s'il vous plaît. Bonjour. Première question à M. Poutine. Comment évaluez-vous la manière dont l'Ukraine serait prête ou non à une trêve réelle? Deuxième question à
Monsieur Loukachenko, est-ce que Moscou et Minsk coordonnent leur position sur le processus de paix? Est-ce que cette question a fait partie des thèmes abordés lors des consultations? En ce qui concerne la préparation de l'Ukraine à cesser le feu, comment je l'évaluerai? Alors, tout d'abord, je voudrais remercier le président des États-Unis d'Amérique, Monsieur Donald Trump, pour avoir consacré autant d'attention au règlement du conflit que nous avons avec l'Ukraine. Nous avons beaucoup à faire, tous, et beaucoup de chefs d'État, notamment le président de la République de Chine, le président d'Inde, du Brésil, de la République d'Afrique du Sud, ont également consacré du temps à cette question et nous leur en sommes très reconnaissants. Leurs efforts ont pour objectif ont un objectif noble, arrêter le feu et arrêter les pertes humaines. Deuxièmement, nous sommes d'accord avec la proposition d'arrêter les combats, mais nous partons du principe qu'un arrêt des combats doit être conductif à une paix durable et doit également supprimer les choses qui ont été initialement à l'origine de notre conflit. Ensuite, sur la question, est-ce que Kiev est prête à arrêter les combats? La rencontre entre les États-Unis et l'Ukraine en Arabie Saoudite pour certains, ressemble, du point de vue de certains, à une décision prise par l'Ukraine sous la pression des Américains. En réalité, je pense que c'est l'Ukraine qui devrait prier les Américains d'être intermédiaire en tenant compte de la situation telle qu'elle se développe. Et comment se développe la situation sur le terrain? Beaucoup d'entre vous ont probablement pu remarquer que j'ai effectué une visite dans la région de Koursk. J'ai rencontré le commandant du groupe Sévère et son adjoint pour m'entretenir sur la situation militaire dans la région de Koursk, là où les troupes ukrainiennes étaient présentes. La situation est aujourd'hui entièrement sous notre contrôle. Le groupement militaire qui avait fait incursion sur notre territoire est aujourd'hui isolé. Il est dans une isolation totale et il est contrôlé par nos possibilités de tir. L'administration ukrainienne de ce territoire n'existe plus. Le contrôle par l'Ukraine de ces territoires n'existe plus. Jusqu'à récemment, les militaires ukrainiens essayaient de quitter ces territoires par petits groupes. Maintenant, cela est devenu impossible. Ils essayent de quitter les lieux par des personnes seules ou des petits groupes de 2-3 personnes et leur matériel, leurs équipements, ils sont abandonnés. C'est impossible de les sortir. Si nous faisons un blocus physique, il n'y aura plus de possibilité de quitter ces territoires. Deux solutions s'offriront à eux, soit se rendre, soit entrer en combat et y périr. Donc, de leur part, il serait très intéressant d'obtenir une trêve de 30 jours minimum. Trêve que nous soutenons entièrement. Mais nous avons quelques réserves. Que ferons-nous dans la région de Koursk si nous entrons dans une trêve pendant 30 jours? Est-ce que cela signifie que tous les militaires qui sont présents pourront quitter les lieux sans combat? Est-ce que nous devons les laisser partir malgré tous les crimes qu'ils ont commis? Ou est-ce que
le gouvernement ukrainien, le commandement ukrainien leur donnera l'ordre de poser les armes. Comment cela va-t-il se passer? Sur la ligne de contact qui fait presque 2000 km, sur cette ligne de contact, sur la majorité des secteurs, c'est l'armée russe qui avance aujourd'hui. Et il y a plusieurs endroits où il serait possible pour nous de bloquer certaines unités ukrainiennes et assez importantes. Donc, que va-t-il passer? Est-ce que l'Ukraine continuera pendant ces 30 jours la mobilisation forcée de sa population pour emmener des forces vives sur la ligne de contact et des armes pour entraîner des nouveaux soldats? Comment ou non? Ou est-ce qu'elle ne va pas faire ça? S'il s'engage à ne pas le faire, comment cela sera contrôlé? De quelle manière? De quelle manière pouvons-nous avoir la garantie que l'Ukraine n'agirait pas de cette manière? Je pense qu'il est évident pour tout le monde, je pense que ça fait partie du bon sens, que ce sont des questions qui nous préoccupent. Qui donnera l'ordre de cesser le feu? Et quelle est la vraie valeur de ces ordres? Vous voyez sur la carte presque 2000 km. Comment pourrez-vous déterminer qui exactement est le responsable d'un cas de non-respect de cessez-le-feu? Qui accusera qui essaiera de faire porter le chapeau à d'autres de ces actions s'il n'a pas respecté le cessez-le-feu? Ce sont des questions très complexes qui nécessitent un travail très méticuleux des deux parties. Donc, globalement, la proposition est une proposition très sensible que nous soutenons, mais sur les détails, je pense qu'il sera nécessaire de discuter avec nos partenaires américains, peut-être un appel, peut-être que devrais-je faire un appel téléphonique avec M. Trump pour discuter. Mais globalement, nous soutenons sur le principe un processus pacifique. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que M. Poutine a dit dans sa réponse plus que ce qui était demandé dans la question. Il a évoqué même certaines questions qui pourraient être abordées lors de nos discussions avec nos partenaires américains. Nous, la Biélorussie, avons une position commune sur cette question et tous les accords relatifs au conflit en Ukraine, nous les avons toujours respectés. Nous avons toujours respecté nos engagements devant nos alliés russes. Aujourd'hui, ni la Russie ni le Bélarus n'ont été à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui. Monsieur Gryzlov, qui est aussi présent, se souvient quand nous avons commencé les négociations à Gomel et puis ensuite à Belovezhskaya Pucha. C'était quelques jours après le début des hostilités. Nous avons dit nous n'avons pas besoin de la guerre. J'ai dit à M. Zelensky, ne cherche pas le coupable maintenant. Et il faudra ensuite répondre du fait que la guerre est venue en Ukraine. Et à lui, il m'a répondu, souviens-toi, je lui dis, souviens-toi, si le gouvernement change aux États-Unis, que feras-tu? Et je l'ai déjà dit depuis longtemps, l'Ukraine devrait depuis longtemps faire un cessez-le-feu et commencer des négociations. D'ailleurs, M. Poutine avait eu des contacts avec les Américains et d'autres pays occidentaux sans en parler au public. Moi, j'avais
je leur avais dit, c'était quelqu'un sans expérience que vous avez poussé à entrer en guerre. Moi, je pense aujourd'hui à son prédécesseur, M. Poroshenko. S'il avait respecté les accords de Minsk, tout cela n'aurait jamais eu lieu. S'ils avaient respecté les accords de Minsk, le Donbass serait resté partie de l'Ukraine. Et je lui avais dit à Poroshenko, même dans ces régions séparatistes, c'est la hryvnia ukrainienne qui est utilisée au quotidien. C'est un processus qui avait commencé avant 2022. J'ai participé à ce processus dans lequel M. Poutine m'a impliqué. En ce qui concerne ma position, je l'ai déjà dit, nous avons une position commune, nos deux pays, mais je voudrais attirer votre attention sur la chose suivante. Il y a eu, on peut dire que c'est une prophétie. Si la Russie et les États-Unis signent un accord, ça sonnera le glas pour l'Ukraine et à l'Europe qui s'est comportée et continue de se comporter de manière qui ne regarde pas très loin dans le futur. Nous connaissons, nous, nos objectifs et nos intérêts, et dans une situation où nous nous retrouvons aujourd'hui, pour M. Zelensky, contre qui les Américains, ils l'ont utilisé comme paillasson. Nous devrions nous unir, nous, trois pays voisins, trois peuples slaves. Personne n'aura besoin de l'Ukraine. La question des terres rares, elle n'avait jamais été soulevée avant. C'est Donald Trump qui l'a soulevée aujourd'hui. Et il sera obligé de les vendre au prix qu'on lui imposera. Donc si ce n'est pas Volodymyr Zelensky, ce sera son successeur qui reviendra nous demander de reprendre nos relations. Et il y a quelqu'un à l'extérieur qui voudrait que notre peuple se tire dessus. Donc, revenons à ce qui a été dit précédemment sur l'accord qui sonnera le glas pour l'Ukraine ou pour l'Europe. Par exemple, si la Russie et les États-Unis parviennent à un accord sur un accord dans coopération dans le domaine de l'énergie, ce sonnera le glas de l'énergie, de l'industrie de l'énergie en Europe, parce qu'elle s'était un peu trop habituée à acheter du gaz russe à des prix très bas. En ce qui concerne la situation sur le terrain évoquée par M. Loukachenko, elle évolue de manière très rapide. On m'a dit hier, je cite, « Demain, Soudja sera à nous ». C'est ce qui a été annoncé aujourd'hui. Je remercie nos combattants qui ont atteint cet objectif. Et je suis persuadé que tous nos objectifs en matière de contre-attaque par rapport à l'incursion dans la région de Koursk seront accomplis également. Toutes les municipalités autour de Soudja, nous sommes en train de les récupérer à cet instant même. Et en fonction de la manière dont se développe la situation sur le terrain, en tenant compte de ces développements, nous continuerons nos négociations sur l'arrêt de ce conflit et sur un accord qui conviendra à toutes les parties. Une question
des médias biélorusses, ORT. Anna Pish, des chaînes de télévision ONT. Donc, les éventuelles négociations sur l'Ukraine sont un sujet qui est très discuté en Biélorussie également. Monsieur Poutine, le Biélorussie comme allié stratégique de la Russie et en même temps voisin de l'Ukraine, est-ce que les intérêts de la Biélorussie seront pris en compte? Est-ce que vous avez évoqué vos préférences en la matière? Quelles préférences? Un vœu de votre part que les intérêts de la Biélorussie seront pris en compte. Je n'ai pas entièrement compris votre question, mais je dirais que les intérêts de la République de Biélorussie dans nos relations avec qui que ce soit, qu'il s'agisse de nos partenaires outre-Atlantique ou nos voisins plus proches, sont toujours pris en compte. Nous avons l'union, l'État unifié de nos deux pays, et nous partons du principe que nos politiques extérieures seront coordonnées, nos ministères travaillent de concert sur différentes plateformes internationales. Dans le cadre de l'Union asiatique, nous avons une coopération très profonde dans le domaine de l'économie notamment. Ainsi, ne pas tenir compte des intérêts de l'autre, c'est impossible. Tout pas que nous entreprenions sur quelque direction que ce soit aura des conséquences pour les deux pays. Donc, tenir compte des intérêts de la Biélorussie fait partie des intérêts de la Russie. C'est une question qui a été inventée peut-être par certains de nos émigrés politiques et leurs sponsors sous l'impulsion de leurs sponsors étrangers. Si la Russie signe un accord, parvient à un accord avec les États-Unis, les intérêts de la Biélorussie ne seront pas respectés. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas l'intention d'aller demander de l'aide à qui que ce soit d'autre, et je sais que la Russie est notre partenaire et qu'elle tiendra toujours compte de nos intérêts. Si quelqu'un espère que les négociations entre la Russie et les États-Unis ou entre la Russie et l'Occident sur l'Ukraine nuiront à la Biélorussie, c'est entièrement faux, ce que M. Poutine vient de confirmer. Oui, je n'ai même pas vraiment compris pourquoi cette question. Ne pas tenir compte des intérêts de la Biélorussie nous nuirait à nous avant tout. Donc cette question me semble superficielle, mais j'espère que j'ai pu y répondre. Et pour terminer la conférence de presse, une question d'un média russe. Bonjour, Yezhov, RIA Novosti. RIA Novosti, agence de presse. Oui, avec votre permission, la question sur l'avancement de l'intégration de la Russie et de la Biélorussie. Quel est l'état de l'intégration économique? Il y a 28 programmes dans ce domaine. Comment se passe l'étape d'intégration selon le plan de 2024 à 2026? Et êtes-vous satisfait du rythme de cette intégration? Tous les 28